Mathieu César est photographe. Sous son objectif sont passées des stars de notre siècle, à l'image de l'astronaute Buzz Aldrin ou de l'actrice et mannequin Angelina Jolie. Mais sa passion à lui, au-delà de la photographie, c'est l'automobile. Il nous raconte cela lors d'un entretien qui nous plonge dans le Grand Prix d'Abu Dhabi, durant lequel il a eu la chance d'être le photographe officiel. Découverte d'un univers et découverte d'une passion. Bonjour Mathieu. Salut, Est-ce que tu peux te présenter ? je m'appelle Mathieu César, j'ai 33 ans et je suis photographe de métier et rêveur professionnel. Rêveur professionnel. Qu'est-ce que c'est ? Rêveur professionnel, ça veut dire toujours garder dans sa main la main d'enfant qu'on a été. Ça veut dire pas se donner de limites à ses envies et d'essayer de réaliser tout ce qui est possible de faire qui nous enchante et nous emmène quelque part. Et ton métier alors ? Tu le décrirais comment ? Mon métier de photographe, il consiste à cristalliser des moments numériquement, argentiquement, de personnes. En général, 90% de mon travail tourne autour des portraits. On reconnaît souvent ton travail par le traitement de la couleur, puisqu'il n'y en a pas. Ton truc à toi, c'est le noir et blanc. Pourquoi ? Oui, parce que je vois pas les couleurs très mal. Donc plutôt que de mal les interpréter, je préfère la lumière et l'intemporalité plutôt que la couleur. Après le noir et blanc, si on décortique bien tes clichés, on remarque une récurrence dans les objets, une armure de chevalier, des voitures... Je pense que dans la vie, on a des espèces de choses qui nous entourent dès le plus jeune âge et qui nous obsèdent. Et ces objets dont tu parles sont mes obsessions. Et du coup, même si j'essaye de m'en éloigner par moments, je me fais toujours rattraper par elles. Parmi ces obsessions, donc, on retrouve souvent une voiture. Pourquoi ? Parce que la voiture, c'est déjà un lien qui me raccroche à mon père, qui me raccroche à des époques. Les voitures, et quand on parle même de voitures anciennes, on n'est pas forcément obligé d'aller très loin. Pour moi, même quand on monte dans une voiture qui a 10-20 ans, aujourd'hui, on est déjà propulsé dans un saut en arrière qui nous ramène à des souvenirs, à des gens, à des sensations, à des odeurs. Et c'est pour ça que j'ai cet attachement aux voitures. Et les voitures, il y a quelque chose de l'ingéniosité de l'homme qui regroupe toute forme de talent, à savoir l'ingénierie, le design, le bon goût, le mauvais goût. C'est quelque chose qui rapproche et qui est assez universel. Tu parles de souvenirs. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton meilleur souvenir lié à l'automobile ? Mon meilleur souvenir à bord d'une voiture, c'est à bord d'une Ford Comet de 1954, qui était une Ford Comet de Monte-Carlo que mon père avait acheté avec ma maman quand j'étais enfant. Et il s'était juré de bricoler cette voiture et la faire redémarrer. Et pendant de mes 0 à 10 ans, cette voiture est restée dans un garage. Et elle a fait énormément de kilomètres, mais pas sur la route. Elle les a fait dans mes rêves d'enfant. Donc je passais toutes mes après-midi à son volant, à la conduire et à la transformer. Des fois, elle pouvait être un bateau, un avion, un tank et souvent une voiture. Donc tu as beaucoup voyagé dans ton imagination étant plus petit, mais aujourd'hui tu continues de voyager physiquement cette fois-ci, mais grâce à ton travail. Tu m'as notamment parlé d'Abu Dhabi et plus particulièrement d'un Grand Prix de Formule 1. Raconte-nous tout. J'ai choisi ce Grand Prix parce que c'est un souvenir fort pour moi. Et j'ai embrassé l'univers de la course automobile quand j'étais enfant, à la télé. Et c'était quelque chose qui me passionnait, alors que mon père ou mes parents n'étaient pas du tout branchés Formule 1. Mais moi, il y avait un truc que je trouvais chevaleresque, ne serait-ce que visuel, avec la forme des McLaren qui reprenaient les sponsors de Marlboro et qui reprenaient cette espèce de losange blanc sur fond rouge. Et pour moi, ça me rappelait les bannières des chevaliers. Et quand ils mettaient leur casque, il y avait cette vraie dimension chevaleresque que j'aimais.
Et pendant quelques années, j'ai laissé tomber cette passion de la Formule 1. Et quelques années plus tard, par un ami commun, j'ai rencontré Romain Grosjean. Et j'ai commencé à le suivre sur plusieurs courses et à découvrir ce qu'était la Formule 1 moderne, qui était devenue très éloignée de ce que moi j'aimais enfant, mais qui est devenu autre chose, et autre chose qui me séduit parce que maintenant ça se rapproche plus d'un univers de l'aéronautique que j'affectionne aussi. Et pour moi, il y a ce côté un peu de science-fiction quand on voit Hamilton qui met son casque et qui descend dans sa Mercedes. Pour moi, je vois Luke Skywalker qui met son casque et qui va dans son X-Wing. Donc il y a cette dimension esthétique et de performance que j'aime vraiment. Et pourquoi ce Grand Prix d'Abu Dhabi? Parce que j'avais été missionné pour faire un livre euh, autour de cette dernière course. C'est la dernière course de la saison de Formule 1. Et, euh, et c'était un moment assez incroyable parce que le circuit de Yas Marina et au milieu il y a les stands et chaque écurie, il n'y a pas de motorhome parce qu'on ne fly pas les motorhomes pour aller là-bas. Donc chaque écurie a une espèce de petite maison qui est attelée au stand. Et parmi ces 10 écuries, au milieu, il y avait une maison qui était la mienne et qui était mon studio photo. Et dans ce studio photo, j'ai pu cristalliser ce moment et photographier tous les pilotes. Et au-delà de photographier tous les pilotes, j'ai rencontré par la même occasion tous les pilotes qui m'avaient séduit aussi enfant et même un peu plus vieux comme Jackie Stewart ou de mon époque Alain Prost. Je pense que j'ai dû faire aussi là-bas une des dernières photos de Niki Lauda. Donc voilà, j'étais confronté à un univers que j'aimais vraiment et j'étais au cœur du truc. Et pourquoi c'est un souvenir fort? Parce que j'avais une carte blanche pour avoir accès à tout. Et ce qui est souvent très compliqué parce que la Formule 1, toutes les écuries entre elles, elles sont évidemment concurrentes. Et, euh, et c'est très compliqué d'avoir une personne qui prend des photos d'une voiture et puis qui va dans le stand de l'écurie concurrente. Donc clairement, c'était déjà une responsabilité que j'avais de ne pas être espion. Et donc, c'était déjà curieux comme sensation. Et deuxième, juste en termes de course, c'est une course qui est assez belle parce que elle commence dans le jour, elle finit dans la nuit. Euh, le circuit est beau et esthétique. Et le grand souvenir pour moi, c'est qu'à la fin de la course, donc les pilotes arrivent, ils vont dans cette petite pièce où ils doivent faire une pesée pour valider leur course et suivre un protocole bien particulier. Et à ce moment-là, la, la personne qui est responsable du protocole de la Formule 1 m'a dit vas-y, va avec eux et suis-les. Et j'ai suivi ces trois pilotes qui étaient Lewis, Valtteri Bottas et Vettel. Et je les ai suivis sur le podium. Donc je suis monté avec eux sur ce podium pour prendre les photos vraiment au plus près. Et c'était un moment assez incroyable parce que il me semble, et c'est ce qu'on m'avait dit, que depuis 30-35 ans, il n'y avait pas un photographe qui était monté sur le podium avec les pilotes, qui avait été autorisé à faire ça. Et c'était d'autant plus fou parce que il y a une époque encore les podiums étaient au niveau de la presse et étaient au niveau du sol. Maintenant, elle est surélevée en l'air et il y a vraiment que les trois pilotes et la personne qui donne la coupe qui ont accès à ça. Et donc voilà, c'était un moment assez particulier et ça reste. Enfin, maintenant, quand je pense à une course automobile, je pense à la Formule 1 et quand je pense à la Formule 1, je pense à ce moment-là. En tant que passionné, à ce moment-là,
Qu'est-ce que ça te fait de vivre sans aucune limite, ni restriction d'accès, ce Grand Prix? Bah, c'est comme déjà c'est très curieux parce que c'est rentré dans un univers qu'on connaît déjà à travers la télé et donc ça grouille dans tous les sens et chaque personne vu qu'il y a très peu de monde euh, quand on regarde à gauche on dit ah bah oui lui je le connais et puis ah bah lui j'ai déjà vu aussi ah bah oui lui c'est Niki Loda ah bah oui lui c'est Alain Prost ah bah tiens il y a Lewis Hamilton qui est derrière donc c'est voilà moi je suis fan de personne. Jamais j'ai travaillé avec énormément de célébrités et j'ai pas de fanatisme pour quelqu'un mais j'apprécie énormément ce que les gens font et voilà voir toute cette organisation qui file devant vous c'est c'était un moment particulier. Qu'est-ce que tu aimes dans ce milieu? En l'occurrence moi ce que j'aime c'est la diversité des pilotes euh, dans leur façon d'être, dans leur façon d'appréhender une course, dans la façon de gérer la pression, euh, aussi la façon d'appréhender de perdre et de gagner. Euh, pour certains toujours perdre, pour d'autres toujours gagner. C'est quelque chose il y a un vrai mental derrière. Et, euh, et voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et quand je parlais de diversité aussi, ces 20 pilotes, ils sont tous très différents. Ils ont tous des caractères très différents. Et d'ailleurs, il y a cette série sur Netflix qui, qui donne cette sensation-là, qui retranscrit bien ça. Euh, Quand on voit un Lewis qui a une aura et quand il traverse de son motorhome à la mécanique, il y a 40 personnes autour de lui et c'est une rockstar. Et à côté de ça, il y a un Kimi Raikkonen qui est très froid et qui fait pas un sourire, qui monte dans sa voiture, qui fait le job et qui répond pas aux interviews ou très peu. Donc voilà, ils sont tous différents et c'est ça que j'aime beaucoup. Est-ce que tu as un pilote préféré? En dehors, bien évidemment, de ton amitié avec Romain Grosjean. Ouais. Ah bah, moi j'aime bien Lewis et puis et j'ai une affection pour Romain et c'est vrai que euh, moi j'aime bien les winners, mais j'aime aussi les beautiful losers comme Romain. Et Romain, c'est ça qui est un peu dur dans la Formule 1, c'est-à-dire que ils ont tous un niveau incroyable et ils sont tous très bons. Euh, Aujourd'hui, ce qui est triste pour eux, c'est que la voiture et l'écurie dans lequel ils sont jouent beaucoup. Et Romain, je sais que il est souvent moqué parce qu'il se crache beaucoup, mais pour avoir passé du temps avec lui et l'écouter et connaître un petit peu comment il est, c'est quelqu'un qui vise pas une troisième place. Il veut être premier, il veut gagner un championnat. Et là, s'il n'aura jamais gagné un championnat de Formule 1, mais dans sa tête, il a le mental de vouloir gagner et d'être en première place. Et je pense qu'il a la capacité de le faire. C'est juste qu'il n'avait pas la bonne voiture et du coup, il poussait sa voiture un peu trop à chaque fois là où elle ne peut pas aller, jusqu'à temps qu'elle cède. Et il a fini sa carrière là-dessus, justement. Et c'est quelque chose d'assez beau, la Formule 1. Et ta période préférée? C'est la Formule 1 historique. Bah, clairement, l'époque Prost, Senna, qui est la fin des années 80 et le début des années 90. En 91, comme toi, par exemple. Euh, Moi, c'est celle qui me touche le plus parce que euh, il y a un vrai truc de combat sur des voitures qui sont dangereuses. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, on n'a pas perdu la dangerosité du sport, à voir avec Romain ce qui lui est arrivé. Mais à une époque, il y avait un facteur mort qui était un peu plus présent. Et,
et qui du coup était un peu un espèce de truc de roulette russe sur lequel allait quitter la piste pendant la course qui rendait le jeu tristement excitant. Mais aussi, j'aime cette période, mais j'aime aussi Jackie Stewart et 10 ans plus tôt à Monaco et Fran- François Sevère, puis après Jackie X et tous ces autres champions. Jean Graton est mort il y a peu de temps, qui dessinait Michel Vaillant et le nom de Michel Vaillant était bien trouvé parce qu'il résonne un peu comme des noms existants. Et il y a aussi ça dans la Formule 1, c'est-à-dire qu'ils ont tous des noms un peu de bande dessinée. Si on reparle de ton travail, tu as récemment collaboré sur la couverture du dernier album de Benjamin Biolay, qui s'intitule Grand Prix. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Bah, on a eu la manager de Benjamin qui était notre lien. Avec Benjamin, on se connaît depuis quelques années, mais on, on s'est vraiment rencontrés autour de ce projet. Et que ce soit Benjamin ou moi, on a cette même passion. Donc on s'est très vite retrouvés et dans un souci aussi du détail. Et on a décidé euh, d'être autour d'une période un peu précise. Et c'est pour ça on a eu la chance d'avoir une Formule 3 de Matra qui avait appartenu à Jean-Pierre Beltoise. Il y a d'ailleurs le fils de Jean-Pierre Beltoise qui est sur la pochette de l'album. Et puis, euh, et puis voilà, c'était faire un tribut à cette période. Euh, L'album de Benjamin tourne. Le point de départ était la mort de Jules Bianchi. On avait envie de prendre un peu plus de large par rapport à ça et d'être dans une période un peu plus antérieure à cet événement. Mais en y faisant aussi ce clin d'œil au feu, au danger, avec ce garçon qui passe en feu derrière. Et ce qui est assez fou, c'est que pour la petite histoire, j'avais envoyé une photo de la pochette à Romain il y a 6 mois à 1 an avant son accident. Euh, donc j'espère que je ne ferai pas de photos prémonitoires comme ça dans le futur. Mais alors, les automobiles sur tes shootings, elles viennent d'où? Ce sont les tiennes? Ouais, c'est souvent. J'ai souvent mis mes propres voitures dans mes shoots. Euh, Parce qu'en général, quand je m'offre une voiture et j'ai réfléchi je la vois un peu comme une direction artistique. Et donc, souvent, quand je dépense un peu d'argent autour d'une voiture, j'essaye de me dire que je me donne bonne conscience en me disant que je l'utiliserai sur un shooting. Et, euh, et donc, voilà, on retrouve souvent des voitures que j'ai eues dans mon travail. Ou alors des voitures tout simplement d'amis ou de proches qui sont autour de moi. Mais c'est quelque chose que j'affectionne, ouais. Et en dehors des shootings, est-ce que tu cours avec ces voitures? Toi, à titre personnel, tu pratiques la course automobile? Je cours pas, je cours après le temps surtout, donc ça me laisse peu de temps pour courir, mais je pense qu'un peu plus tard, quand j'aurai un peu de temps, euh, j'essaierai de courir un petit peu plus. Là, de temps en temps, j'ai fait les 24 heures de Manicourt avec Kaminski sur une Peugeot. C'était une expérience assez incroyable. Moi, je crois, jamais vraiment resté éveillé pendant 24 heures. Donc, rien que ça, c'est assez impressionnant. Et puis on s'en était bien sorti. Je crois que sur 50 voitures, on est arrivé au milieu du panier, alors que pour nous, on voulait juste le terminer. Mais c'est vrai que ça nous a donné une petite piqûre qui donne envie de recommencer. Et après oui, j'ai eu la chance souvent de conduire des bagnoles par exemple sur le circuit du Mans. Et ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable de se retrouver dans une grosse bagnole à conduire sur un circuit mythique comme celui-là. Et voilà, mais la conduite, c'est un truc. Moi, c'est un des seuls trucs, que ce soit en voiture, à moto, en bateau, en avion, c'est le seul truc qui me permet
de me vider la tête et de penser à rien d'autre. Et, euh, et en ça, ça fait du bien. Et c'est sensationnel, quoi. Il y a rien d'autre, il y a rien d'autre qui donne cette sensation. Au-delà des sensations, que représente une automobile, de par son esthétisme, ses lignes? Moi, j'ai des goûts très particuliers. Enfin, j'ai pas des goûts particuliers. J'aime les belles choses, mais j'arrive à avoir de la beauté dans pas forcément des choses qui coûtent très cher. Alors en automobile, c'est vrai que souvent, celles qui coûtent le plus cher, c'est souvent les plus belles. Euh, voilà, j'ai autant d'affection pour une voiture française populaire des années 50 que une voiture qui coûte des millions d'euros et qui a été construite à 3 exemplaires. Et si on ouvre les portes de ton garage, on y trouve quoi? Dans mon garage, ça va, ça vient. Je suis quelqu'un qui rêve beaucoup et du coup j'ai des, je, j'acquiers des choses que je revends très vite. Euh, Contrairement à mes amitiés, je me lasse très vite en voiture. Et, euh, et donc voilà, ça dépend. J'ai eu à peu près toutes les voitures dont je rêvais enfant, qui sont, on citait une DeLorean par exemple, ou une Ferrari 308 GT4, ou une vieille Carrera. Donc voilà, c'était des voitures que j'avais en petite majorette et que j'ai eu la chance d'avoir et voilà. Mais j'aime les choses qui ont des histoires et qui créent, qui suscitent en moi des histoires. La DeLorean, il y a 20 000 histoires derrière cette voiture. Ferrari, on n'en parle pas. C'est une marque qui a été fondée sur l'histoire. Euh, et voilà. Et c'est pareil avec les motos. À un moment, je collectionnais les motos de course. J'avais une moto même que j'avais revendue chez Art Curiel d'ailleurs, qui était une moto qui est de Grand Prix, qui appartenait à John Surtees, et qui John Surtees est la seule personne de l'histoire qui a été champion du monde en moto et en voiture, en Formule 1. Et voilà, se mettre au guidon d'une moto comme ça et de rouler avec sur le circuit de Montlhéry, ça permet de se transposer et d'être une autre personne et de se sentir pour quelques instants John Surtees. Et c'est ça qui est bien dans une voiture, c'est que ça permet de se sentir quelqu'un d'autre. Et de ton côté, où trouves-tu l'inspiration? Est-ce peut-être dans le travail de tes pairs, des photographes automobiles peut-être? Autour de l'automobile, non, je crois pas que j'ai de références de photographes liées à l'automobile. Et puis, je suis pas vraiment inspiré. Aujourd'hui, je trouve plus d'inspiration dans les photographes qui m'entourent. Euh, Clairement, j'ai des photographes qui m'ont donné un petit input et c'est ça qui m'a fait dire ouais, j'aimerais bien faire ça. Et ces photographes, c'est Paolo Roversi ou Peter Lindbergh ou voilà. Et mais aujourd'hui, oui, je suis plus tout peut m'inspirer. J'arrive à trouver de l'inspiration dans des choses insignifiantes et ça peut être même un bout de mur ou une matière ou les yeux d'une jolie fille. Voilà. Merci Mathieu. Mais de rien. Le drapeau à damier se lève sur ce 5e épisode de Vroom by Peter Otto avec Mathieu César. Nous vous retrouvons dès le 6 mai prochain avec Karine Drera-Roger pour un 6e épisode. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de liker et de partager. À bientôt sur Vroom by Peter Otto.